jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais. Guy Mardel, bonsoir. Bonsoir. N'avoue jamais, une chanson dans l'inconscient collectif de tout le monde. Moi, j'ai eu cette chance d'en faire une. Ah ouais, oui. Et nous, on a eu la chance de la voir tout le temps, de l'entendre en musique de fond. Voilà, c'est une chanson que tout le monde connaît. Quand j'ai fait l'Eurovision et que c'est devenu le succès que c'est devenu, Charles Trenet, un jour sur un plateau de télévision, m'a dit tu as eu la chance d'avoir une grande chanson qui restera éternellement parce qu'il ressentait, il était un homme extraordinaire. Il me dit le problème après, c'est d'en faire une deuxième et de durer. C'est souvent le problème. Et moi, j'ai dit je serai là dans 50 ans. Voilà, je suis là. Et vous êtes là. Et nous, on est heureux de vous avoir ici 50 ans après. Merci déjà. Merci à vous de me recevoir. D'être avec nous ce soir. Alors, on vous reçoit ce soir, n'avoue jamais, que vous allez rejouer sur scène 50 ans après. Oui. Dans le cadre en Israël, dans le spectacle Chorus Café que vous reprenez là. On va en parler. Vous allez nous raconter un petit peu tout ça. Pourquoi cette aventure? Pourquoi vous remontez? Pourquoi cette envie? Comment elle vous reprend? Est-ce qu'elle vous a un jour quitté ou pas? Quand on est chanteur depuis autant de temps, ça ne quitte jamais. Ça ne vous quitte pas. Ou alors ça revient régulièrement? Non, le contact avec le public, c'est quelque chose qui est hyper important pour un chanteur. D'ailleurs, c'est la motivation d'un chanteur de chanter dans des salles. Le disque, c'est accessoire. Après, c'est devenu important parce que sans disque, sans succès, on peut pas rencontrer le public. Et donc, mais le fondement même de notre métier, c'est d'être au contact avec le public, bien sûr. Alors, ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Béatrice, votre producteur. Ouais, c'est à cause c'est triste. Enfin, je vais me faire. Oh là là, existe au féminin. Ça y est, il y a déjà 15 commentaires sur la page Facebook de l'émission. Bien sûr, toutes les productrices de ce magnifique spectacle. Donc Béatrice. C'est elle le responsable parce qu'elle m'a convaincu. Béatrice. J'avais ça en tête depuis quelque temps déjà. Je l'en avais déjà parlé. Oui. Et puis maintenant, il était prêt pour la réalisation. Du projet et la concrétisation. Voilà. Donc pour nous accompagner ce soir, on a aussi deux de nos chroniqueurs tandem que notre public connaît déjà. Donc Myriam, bonsoir Myriam. Bonsoir Galide, bonsoir. Mais je vais bien. Comment se sont passées ces fêtes? Heureusement que j'avais un petit concert. Pas très fête, mais ça va, ça s'est bien passé. Bon, très bien. Et Jérôme, bonsoir Jérôme. Bonsoir Galide. C'est toujours un plaisir. Nous aussi. Très belle fête. Active et ça fait des tioulimes, plein de beaux tioulimes, notamment dans le désert, dans le nord du pays. Et ce qui était extraordinaire, juste après Soukot, quand j'étais à Jérusalem, il y a eu les premières pluies, ce qui est toujours magique. À chaque fois qu'on tombe sur Soukot, il y a pendant quelques minutes les pluies comme le veut la tradition, avec cette odeur très particulière. Et j'étais devant le Kotel. Un monde fou, et le chômeur à l'entrée du Kotel, vous voyez les nuages, il me dit tu vas voir dans 5 minutes ça va courir dans tous les sens. Je suis rentré pour faire une visite des tunnels du Kotel. À ce moment-là, il a commencé à pleuvoir des cordes. Le parvis s'est vidé et on voyait effectivement les gens courir dans tous les sens. Mais ça n'a pas duré longtemps. Non, quelques minutes, mais on a pu dormir sous la souka. Ouais. Mais voilà, un beau moment. Bon, super. Donc, merci en tout cas à vous deux d'être là avec moi ce soir. Merci Guy Mardel. Donc, comme on le disait, 1965, n'avoue jamais. L'Eurovision, oui. Troisième place. Une troisième, place qui fait rêver aujourd'hui. En fait, j'étais deuxième et à l'Eurovision, ça se passe tous les ans comme ça. Il y a des votes diplomatiques. Alors l'Ukraine vote pour la Bulgarie pour la Roumanie, la Roumanie. Ouais. Puis on s'est retrouvé avec une chanteuse dont je me souviens même pas si elle était de Roumanie ou de Hongrie. Et qui s'est faufilé entre France Gall et moi. Mais oui, c'est vrai, parce qu'on oublie que c'était France Gall cette année-là. France Gall, poupée de cire, poupée de son. Elle était beaucoup plus jolie que moi et elle avait une belle chanson aussi de Gainsbourg.
Elle avait 17 Vous ans. étiez pas très Moi- loin, vous moi, avez j'étais- aviez 20. Non, à ce niveau-là, j'étais pas très loin, parce que j'avais 19 ans et demi. C'est ça, vous n'avez même pas 20. Mais bon, c'est vrai qu'on oublie. On a toujours l'impression que France-Gall, c'est la France à l'Eurovision, alors Non, que pas du tout. c'était le Luxembourg. C'était le à l'époque. Luxembourg et moi je représentais la France. Mhm. Moi, j'étais sur mon petit nuage parce que moi à l'époque j'étais étudiant en droit à la fac à Paris et donc la chanson c'était vraiment pour moi un hobby et voilà, c'était comme beaucoup d'étudiants, on avait monté un orchestre de jazz à la fac et puis les choses, on n'est pas maître de notre destin et puis là-haut il y avait un projet. La vie, c'est mieux que nous. Et puis Il y avait un projet, ouais. et puis bon, moi j'ai suivi le projet, quoi. Et Donc je me vous suis étiez retrouvé. chanteur et pianiste dans cette formation de jazz d'étudiants. Non, j'étais pianiste Ah, juste seulement, pianiste. et puis on est tombé dans une période où on répétait dans une MJC, dans une maison de jeunes à Neuilly. Et pour les remercier de nous prêter un local, on leur faisait des petites soirées, alors on faisait des petites soirées de jazz. Et c'était vraiment le début des années 60 avec le début de Richard Anthony, le début de Johnny. Ouais. Et les jeunes n'en avaient rien à faire du jazz. Et ils nous demandaient J'entends siffler le train ou Ouais. l'idole des jeunes. Voilà. Yéyé. Et donc le seul qui pouvait chanter dans cette formation, c'était moi. C'était vous. Parce que les autres chantaient très faux. Et voilà. Et puis donc j'ai commencé à chanter. Et puis j'écrivais aussi parce que moi mon rêve aussi le droit, vous savez, on fait du droit quand on ne sait pas quoi faire. Alors, Vous faisiez ça voilà. pourquoi? Pour faire plaisir à papa, maman? Euh, Non, parce que quand même, vous vouliez non, faire des études. je pouvais pas faire j'ai fait droit parce que je pouvais pas faire autre chose. D'accord. Je pouvais pas faire médecine, je pouvais pas faire pharmacie, je pouvais pas faire tout ça. Mm. Donc bon, le droit c'était ce qui me semblait le plus apte. Mais mon rêve c'était d'écrire des bouquins. D'accord. Voilà. J'étais un amoureux de Camus à l'époque. Et voilà, donc tout naturellement, je me suis mis à écrire des petites chansons. Et D'accord. Et donc, vous avez chanté, parce que n'avoue jamais, vous avez composé les paroles, Non, la musique, la mais musique. Pas les paroles. Vous Non, n'avez pas c'est écrit les François- paroles. C'est Françoise Dorin. Françoise Dorin, qui à l'époque était une grande Non, parolière. qui était une grande inconnue. Ah, une grande inconnue. Ouais, Mais du coup, ouais. elle a eu la chance Mais- d'avoir deux succès en même temps. C'est Et- ça? J'ai lu que c'était elle qui avait écrit aussi Que c'est triste. que c'est triste Venise. Ouais, c'est-à-dire que mon impresario Paul Lederman était associé avec Alain Hubert, qui était très ami avec Françoise Dorin. Attendez, à l'époque, vous aviez déjà un impresario et Paul Lederman, donc pas n'importe qui. Paul Lederman, c'était quand même l'impresario de Claude François. Qui était à l'époque seulement le manager, Le manager de Claude François. Et lorsque j'avais fait une première télé avec un premier disque qui a bien marché aussi, c'était donc il s'était mis en contact avec mes parents parce que j'étais mineur et il dit j'ai envie de m'occuper de Guy, etc. Donc voilà, après ce premier disque, c'était. On a l'impression quand vous en parlez que c'était super facile comme ça à l'époque d'être en contact avec le manager de Claude François, de commencer une carrière dans la chanson comme ça. C'est-à-dire que tout a été facile pour moi parce que j'ai l'impression que c'était, en regardant en arrière, j'ai l'impression que tout était balisé et que les choses se sont faites vraiment tout à fait naturellement. Et Paul m'a fait rencontrer Lucien Maurice qui montait sa maison de disques, qui était le patron d'Europe 1. Le patron d'Europe 1 et Lucien Maurice, c'est aussi le mari de Dalida. Qui était le mari de Dalida, mais surtout qui était un énorme producteur de radio. Et il montait sa maison de disques qui s'appelle les Disques à Z. Et donc on a été trois à signer les premiers contrats des Disques à Z. C'était Christophe, Daniel Gérard et moi. Waouh. Voilà. C'est les chanteurs de mon enfance. Bien sûr, c'est les chanteurs de notre enfance. Il y a eu 3 enfance. tubes tout de suite. Donc j'ai fait le premier disque qui s'appelait Si tu n'y crois pas, on a vendu 300-400 000 disques. Ça, c'est un gros succès. Et c'était un gros succès. Oui. Mais bon, c'était Europe 1 avec Salut les copains. Oui. Voilà. Ouais, Donc, j'ai une question juste parce que tu pars sur des études de droit, j'imagine tes parents très contents. Et puis tu commences la chanson, tu rencontres un producteur, tu t'éloignes de... Non, ça s'est même pas passé comme ça. C'est-à-dire que quand j'étais à la MJC de Neuilly, il y avait j'avais une petite amie qui était la nièce d'un très gros éditeur de musique qui était les éditions Salvé.
Et elle me dit, tu devrais montrer tes chansons à mon oncle et tout ça. Je dis, pourquoi pas? Alors, j'ai un rendez-vous avec ce monument qui est, à l'époque des disques, des éditions Salvé. Et sa femme avait fait des études de droit. Et moi, j'allais très souvent les voir rue La Boétie, à Paris. Et on ne parlait pas du tout de musique, on parlait de droit. Elle me dit, ah, vous êtes une bouffée d'oxygène dans ce métier bon. Et donc on parlait. Elle me dit, ah, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui parle, qui est intellectuellement un peu plus haut que la moyenne du showbiz. Et voilà. Et un jour, j'allais la voir pour lui dire bonjour. Elle me dit, je voudrais que vous montriez la chanson que vous m'avez montrée la semaine dernière. Je voudrais que vous la montriez à quelqu'un qui est dans mon bureau. Je dis, pourquoi pas? Et donc, je me retrouve à jouer devant celui que j'ai su après que c'était le cousin de Johnny Hallyday, qui s'appelle Lee Hallyday, qui était producteur chez Polydor. D'accord. Et il tombe amoureux il me dit, on a maintenant le François Hardy homme, parce que François Hardy venait de faire un gros succès avec une chanson complètement que vous aviez écrite. D'accord. Qui est restée complètement inconnue. D'accord. Et il m'a fait rentrer chez Polydor tout de suite comme ça, alors que normalement c'est difficile de trouver une maison de disques, c'est très difficile de sortir des disques. Et il m'a fait faire un disque avec des arrangeurs extraordinaires qui étaient les meilleurs, le frère de Sylvie Vartan, Eddie Vartan, avec Chevalier, qui était aussi un très gros arrangeur. Et il m'a fait faire un disque qui n'était pas moi. Et j'étais foudrage parce que ce disque, j'ai dû le vendre à ma famille, qui est assez nombreuse. Mais bon, ça dépassait pas les 10 doigts de la main, quoi. Et bon... Mais du coup, ça vous a servi de leçon pour après, vous n'avez plus jamais fait des choses comme ça. Et j'ai été quand même un peu vexé d'un échec qui ne m'incombait pas. Parce que j'aime bien être responsable de mes erreurs, mais pas des erreurs des autres. Et il y avait le patron de Polydor qui s'appelait Meyerstein, qui était un type formidable. Il m'a rendu mon contrat. J'ai dit, je voudrais reprendre mon contrat parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et il m'a rendu le contrat. Il va rendu votre contrat. Et ça, c'est avant ou après que votre papa ait financé après le premier disque? Non, c'était avant. Ah, c'était avant, d'accord. Et après, je voulais arrêter. J'étais vexé. J'ai dit que c'est pas pour moi. Et donc là, pardon, on est en quelle année à peu près? On était en 63, fin 63. Et donc, je continue à aller voir mes amis des éditions Salvé. Et là, je rencontre un auteur qui était un gros auteur j'ai appris il y a 3 jours qu'il est décédé. Et j'ai beaucoup de peine parce que c'est vraiment mon ami, qui s'appelle Ralph Burnett, qui a écrit des centaines de tubes. Il a écrit L'idole des jeunes, il a écrit pour Eddie Mitchell, Toujours un coin qui me rappelle. Ah, oui. Toujours un coin qui me rappelle. Bon, il a écrit des centaines de chansons. Et on est devenus très amis. Et on a fait quelques chansons ensemble. Et j'ai dit, peut-être ce disque, ça vaudrait peut-être la peine de le faire, parce que ça correspondait à ce que j'avais envie de faire. J'ai pris le copiste qui écrivait les partitions, qui n'avait jamais fait d'arrangement. J'ai dit, je veux que tu fasses toi les arrangements. Il s'appelle Kessler. Et on a fait ce disque en copain, mais il fallait de l'argent. Donc moi, à l'époque, je rentre en 2e année de droit. Et mon père voulait m'offrir une voiture, donc vous avez dû dire ça dans la biographie. Et on a fait un deal. J'ai dit, voilà, tu voulais me donner combien pour la voiture? Donne-moi cet argent, je fais un disque. Je te promets, si ça marche pas, on ne parle plus jamais de chansons. Et moi, en tous les cas, même si ça marche, je te promets que je finis ma licence de droit. Ça c'était. Voilà. Donc et ça a marché. Il m'a dit banco, et puis on a fait ce disque donc avec les AZ. Et on a vendu 350 000 disques. Magnifique. Et il fallait faire le deuxième. Alors on se retrouve un jour dans le studio d'Europe 1 pour trouver les chansons pour le prochain disque suivant. Et il y avait Paul Ederman et Lucien Maurice. Et puis je commence à jouer des chansons et tout ça. Au bout d'une demi-heure, on n'a pas le titre. Ça leur plaisait pas. Ils n'étaient pas emballés. Non, parce qu'il fallait vraiment un truc après 400 000 disques, il fallait un vraiment quelque chose. 45 tours qui marche. Qui marche, oui. Et donc bon, je leur fais confiance. Je dis bon,
tant pis. Il me dit, revois ta copie, et puis on se revoit dans 3-4 mois. Et ils étaient sur le pas de la porte. Moi, j'étais encore au piano un petit peu comme ça, mais je pensais qu'ils avaient raison, parce que je savais qu'il n'y avait pas le tube dans ce que je leur avais montré. Et je leur dis, mais j'ai une chanson que je viens de terminer. Il me dit, bon, on verra ça dans 3 mois. Je dis, mais non, non, on n'a pas le temps. Et je me mets et je commence à faire n'avoue jamais, 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 jamais. Et là, je les vois figés devant la porte du studio. Ils reviennent au piano et il me dit, rejoue. J'ai dû le rejouer 5 ou 6 fois. Wow. Et Lucien Maurice dit, ça, c'est un tube. Et là, c'était parti. Et il me dit, alors avec l'humour, parce qu'il est ashkénaze, et avec l'humour ashkénaze, il me dit, je crois que ça serait bien. Il a eu un roi comme ça. Il a dit, je pense que ça serait bien de présenter cette chanson à l'Eurovision. Et moi, ça me fait rigoler parce que Europe 1 qui donne une chanson pour l'Eurovision à l'ORTF, qui était les grands concurrents. D'accord. Il me dit, ça me plaît beaucoup. Et j'ai dit, bon, il me dit, demain au studio. Donc on a enregistré une maquette. Et puis moi là-dessus, j'ai continué à faire mes. On dirait une scène de film. Oui, c'est exactement ça. On visualise. On pourrait le. Moi donc je continue mon droit. Et 2 mois après, Paul Lederman, 1 mois et demi après, Paul Lederman me téléphone. Il me dit, Guy, ta chanson est sélectionnée pour l'Eurovision. Je dis, mais c'est pas vrai. Donc on se retrouve devant le directoire de l'Eurovision à l'époque pour le ORTF, et avec Françoise Dorin, Paul Lederman et moi. Et il dit, ben voilà, on aime beaucoup la chanson et tout ça. Maintenant, on se rencontre pour choisir l'interprète. Il pensait que c'était. Non, c'était en tant que compositeur. La chanson était retenue. Donc c'était pas une évidence que ce soit vous qui interprétiez ça. Pas du tout à ce moment-là. Et moi, avec un culot, mais qui est venu parce que j'étais d'une timidité, mais vous pouvez pas vous imaginer. Je dis, mais il y a une erreur là. L'interprète, c'est moi. Elle me dit non, on doit bien se placer à cette Eurovision, parce que depuis, ça a été toujours le problème de la France. Il fallait qu'ils aient un tube, et puis à part Marie-Myriam, ils n'ont jamais eu de tube après. Donc je lui dis, mais moi je vous garantis qu'on sera dans les 3 premiers avec cette chanson. Et j'y croyais tellement dur comme fer, mais il me dit, mais vous n'avez jamais chanté. On a besoin de quelqu'un un professionnel. Je dis, mais qu'est-ce qui vous dit que j'ai jamais chanté? mais depuis l'âge de 5 ans, je chante partout, dans des soirées de trucs et tout ça, et puis j'ai fait du cabaret. J'avais jamais tenu un micro sur scène. Vous aviez jamais fait de scène. Jamais, que Dieu me pardonne, ce mensonge est énorme. Mais je les ai convaincus. Ils m'ont dit, vous nous garantissez que vous êtes dans les 3 premiers. Je vous garantis que je suis dans les 3 premiers. C'est magnifique. On a l'impression que c'était une époque où tout était possible. Oui. On sort de là. Moi, je tremblais comme ça. J'étais comme une feuille. Et Paul Lederman me regarde. Et il me dit, la semaine prochaine, tu pars en tournée avec waouh. Et déjà, vous partiez en tournée avec Claude François. Oui, je fais 3 chansons. Et les breaks de la tournée, il m'a fait faire du cabaret chez Patachou, sur la butte Montmartre. Oui. Et donc, j'ai pas arrêté jusqu'au moment de l'Eurovision, où bon, je savais un peu ce qu'était un micro. Là, ça y est, vous avez mais si vous regardez si vous regardez les images de l'Eurovision, vous verrez l'angoisse. On voit l'angoisse, mais on voit aussi un jeune très. Moi, je trouve que vous aviez l'air sûr de vous quand même. Le trac, c'est normal, on le sentait. J'étais un petit peu plus sûr de moi parce qu'aux répétitions, tout le monde avait flashé sur la chanson. Moi, je voulais demander à Myriam si elle avait vu cette Eurovision de 1965. Oui. Tu t'en souviens? Je m'en souviens très bien. Ouais. Et alors? Mais on était à la maison. Elle participait? Bien sûr, la Belgique participait. La Belgique en 65. Non, mais je rigole. Alors, ne me demandez pas qui. Non, je rigole. Aucune idée. Mais je me souviens très bien qu'on soutenait la France. Cette chanson-là, Guy Mardel, qui était un succès. C'est quand on était des ados, on sortait du mouvement, on allait danser en cachette. En cachette.
Tu étais en Belgique, toi? J'étais à pas Bruxelles, À oui. Bruxelles, pas en Israël. Bon, très À bien. toutes j'ai les des baumes, il y avait- merveilleux souvenirs de L'ancienne Belgique, où il y avait encore à l'époque les tables. avec C'est les quoi tables. c'est quoi Avec l'ancienne les tasses, c'est Belgique? fini. Et c'est quoi c'est une les salle extraordinaire. Magique, Ah, c'est magique. une salle. C'était l'ancienne l'Olympia Belgique. de Ouais. Bruxelles, mais c'était pas du tout l'Olympia parce qu'il c'était C'était- une grande enfin je sais pas, il y avait des tables très Des très longues tables et les gens- énormes et les gens buvaient de la en bière. même temps. Et c'était le passage obligé de tous les artistes, de toutes les vedettes. Mais elle existe toujours, elle s'appelle toujours l'ancienne Belgique. Elle existe toujours. Oui, dans la même rue des Pierres, tout le temps au même endroit. Bon, elle n'est plus pareille, elle est fauteuil normal, mais elle a perdu sa magie. C'est une salle de spectacle. C'était magique, il y avait des longues tables, tu étais assis avec n'importe qui, tu buvais en même temps. Et Alors, moi, vous avez eu plusieurs vies. On peut dire ça. Vous avez quand même vécu plusieurs vies. Donc là, on est dans votre vie de chanteur. Donc après l'Eurovision, vous avez continué les tournées avec Claude François pour l'Eurovision. Vous êtes parti faire les concours internationaux. Après l'Eurovision, j'ai fait 2 ans de tournée avec Claude. Et je crois que je suis la seule vedette américaine, parce qu'après je suis monté en grade un petit peu, donc j'étais en américaine de Claude François. Et je suis celui avec lequel il s'est le mieux entendu. Pourquoi ? Parce que je continuais moi à mon droit. Ouais, parce qu'il a une réputation de soupe-au-lait j'adore Claude. qui s'engueulait avec tout Mais le c'est monde. vrai, c'est vrai. Il Il s'engueulait avec tout était le monde. tellement perfectionniste et puis un peu égocentrique, parce qu'on ne peut pas être à ce niveau-là C'était si une on n'est star, pas. eh oui, Voilà, eh oui. c'était une star. Et bon, je ne sais plus qui, Michel Thor avait fait les tournées avec lui. Il y avait Christophe aussi qui a fait les tournées. Ça s'est toujours très mal fini Oh là parce là. qu'il s'engueulait. Bon. Et moi, quand il était très bipolaire, quoi. Ouais, Il y a cyclotimique. un moment, il vous adore, et puis après il vous parle plus. Bon, moi, quand il me parlait pas, j'étais dans ma loge et puis je faisais mes travaux pratiques de Vous droit faisiez- parce qu'il fallait que j'envoie les travaux pratiques à la fac. Et donc je m'en foutais complètement que bon. Et puis un jour, au bout de 15 jours de tournée, il frappe à la porte. Il me dit mais tu me dis pas bonjour. Je dis mais je dis pas bonjour parce que tu me dis pas bonjour. Et ce soir on dîne ensemble. Et puis bon, c'était de nouveau 15 jours de lune de miel. Ah, voilà, super. Ça devait être dur pour les femmes aussi, Pardon. j'imagine. ça devait être dur pour Un lui homme comme surtout. Claude François. À mon avis, il devait souffrir. Pardon. Aussi, oui. Ah oui. Alors, donc vous partez, donc vous les tournées avec Claude François. Ok, après vous partez en tournée internationale dans des en fait des concours internationaux pour représenter Ouais, la parce France que avec toujours avec Navou les gens Jamais. n'ont pas beaucoup d'imagination dans ce métier. Alors, Ouais. comme j'avais représenté la France, on m'a demandé de représenter la France à Barcelone, au Festival de Barcelone. Donc j'ai gagné le Festival de Barcelone, il y avait un grand concours de chansons à Barcelone. Je l'ai gagné. J'ai gagné le Festival de Rio aussi, parce que j'ai fait aussi un festival au Japon où j'avais eu le prix Et des c'est toujours avec journalistes. Navou Jamais. Non, Ah avec, non, avec d'autres chansons. chansons. D'accord. Avec d'autres chansons. Et donc, voilà, ça m'a donné la possibilité, le bonheur de chanter vraiment Dans le monde des endroits, entier, ouais. voilà. Magnifique. Et puis quand je reviens, en France... On vous a un peu oublié. Oui, parce que c'était les vedettes années, Kleenex. Hein, ouais, donc ouais. voilà, on prend, on jette. Et moi, j'avais pas envie, je m'étais vraiment amouraché de ce métier et du public et de la scène. Et du coup, vous vous lancez dans une... Donc, j'essaye toujours, et ça a été le dénominateur commun de toutes ces années. J'essayais de faire ma carrière en dehors des sentiers battus, en dehors des normes du showbiz. Et là où on m'attendait pas, j'étais voilà. Donc quand je suis revenu, j'ai eu la chance aussi, mais sans vraiment le vouloir. Pourquoi ? Parce que Roland Dordain, un jour, qui était patron de France, je sais pas si ça s'appelait Radio France à l'époque, et était marié avec une de mes copines de fac à la fac de droit. Et on se voyait de temps en temps parce qu'on avait gardé des liens. Et lui, à un certain moment, devient patron de la première chaîne de télévision. D'accord. Il est nommé à la tête de la chaîne. Là, il y avait TF1 Antenne 2 à l'époque Non, déjà, ou c'était encore le... Non, c'était pas TF1, c'était la première chaîne de télévision, Ok. et il n'y avait pas la deuxième chaîne d'ailleurs, D'accord. elle n'existait pas encore. Et il me demande il m'appelle, il me dit voilà, je voudrais dépoussiérer un petit peu la chaîne, et il y a l'émission de Marcillac le dimanche après-midi
a fait son temps. Je voudrais que tu me trouves une idée pour le... Et là, vous pour- commencez votre vie de producteur TV. Ouais, j'avais commencé un petit peu avant avec Guy Lux, je faisais des samedis après-midi, et puis parallèlement je faisais aussi avec une des personnes qui m'avait engagé pour l'Eurovision, qui avait pris la direction de la deuxième chaîne, qui s'appelait Lucien Jolivald, et qui prend la chaîne et qui m'a demandé de faire des prime time aussi. Qui s'appelait les musicolores. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Avec Annie Cordy, c'était ça à l'époque ou pas encore? C'était cette époque-là avec Annie Cordy. Puis on faisait des petites comédies musicales où j'écrivais tout le. Ah. C'était Ah oui, super. d'accord. C'était super. Et on faisait des grosses audiences. Des sortes de pré-Maritier Gilbert Carpentier, comme ça, un peu. Ouais, c'était un petit peu ça. C'est ça. Mais vous C'est chantiez pas c'est- dans l'émission. Non, Ah, mais parce que. vous étiez pas en c'est plateau, dur, vous non étiez derrière. Vous étiez derrière. Non, parce que j'ai toujours eu une certaine éthique. J'ai dit, je ne veux pas profiter d'une position dominante. Même pas un Pour- petit chouï, non? Une fois sur 10. Une fois Ça sur doit être 10. Sinon, vous étiez en coulisses. Vous étiez en tant que En tant producteur. que producteur. En tant que producteur. Mais j'ai jamais été producteur de télévision. J'étais un chanteur qui produisait des émissions de télé. D'accord. Donc, Donc, vous êtes toujours pour resté chanteur, mais on a Pour cette moi, impression. c'était plus important d'avoir une bonne chanson d'un inconnu que d'avoir une mauvaise chanson d'Aznavour. D'accord. Et parce que la télé, c'est l'image, mais aussi du son. Et Bien sûr. il faut que les chansons soient de bonnes chansons. Et quand on voit votre Et- parcours de vie, on a l'impression que, bien sûr, vous êtes chanteur dans l'âme, et ça on le sent, parce que c'est cette envie qui est le fil conducteur vraiment de tous les projets que vous avez faits, c'est la chanson et l'interprétation, mais aussi, on a l'impression que c'était plus important pour vous, au-delà de réussir en tant que chanteur, juste de réussir votre vie, quoi, de réussir tout ce que vous faisiez, en fait, un petit peu. C'est parce que c'est vrai que, même si vous n'étiez pas devant, derrière, tout ce que vous avez fait, en vérité, à chaque fois, ça a été des succès. Ben oui. Vous avez quand même, c'est vraiment. J'ai eu cette chance et Mais c'est une vraiment, bonne étoile on qui a sent fait que c'était ça l'important pour vous. C'était pas de réussir en tant que chanteur, parce que vous auriez pu après de vous dire. réussir dans le cadre de mon métier, de ce que je savais faire. Et donc, c'était très très naturel pour moi, ça posait pas de questions. Et puis quand j'entendais une bonne chanson, un jour je me souviens, Eddie Barclay m'appelle en me disant j'ai un nouveau... Delpech commençait à être connu, mais pas énormément. Et il me dit, j'ai un nouveau disque de Michel Delpech et je voudrais qu'il passe dans l'émission. C'était le sport. Donc l'émission du dimanche après-midi, ça s'appelait le sport en fête. Et vous vous rappelez? Un petit peu, oui. Et c'était Michel Drucker qui l'a présenté. Oui. Et puis après, j'ai quitté l'émission. Et puis Michel Drucker est resté Il est 40 ans ouais. avec cette émission du dimanche et après-midi. Et donc, je dis pourquoi pas, bien sûr. Donc, Eddie Barclay m'envoie le disque de Michel Delpech avec la chanson qu'il voulait promouvoir. Et moi, je l'écoute. Je dis, bon, c'est bien. C'était laquelle? Oui. Ah, Ça pas une champagne, s'appelait Le blé en herbe. D'accord. Mais pas Et une moi, des- je retourne le disque et j'écoute l'autre chanson et je La dis, face B. mais c'est ça le tube. C'était laquelle, ça si? Et j'appelle Eddie Barclay, je dis, je prends Michel Delpech, mais je le prends pas avec le blé en herbe, je prends avec l'autre chanson. Il me dit non, parce que toute la promotion est faite. Je dis, je regrette, je suis pas un salarié des disques de Barclay, mais moi je pense que c'est une bonne chanson et je veux promouvoir cette chanson. Et c'était Pour un flirt. Ben voilà. Donc. Et donc, C'est juste le plus gros succès de il m'a Delpech. raccroché au nez, Barclay, Ah. et j'ai fait venir Michel, on a fait Pour un flirt, et 2 jours après, c'était... C'était un tube, C'était Pour un flirt. le disque Avec partait toi. par des Je ferai- milliers de disques tous les jours, quoi. Je veux dire, Voilà. ils étaient en rupture, Encore une chanson ils étaient en qui est dans rupture de l'inconscient stock. collectif, hein, Béatrice nous... J'embraye direct. Ah oui, Et Eddie elle Barclay embraye. m'a appelé, il me dit, tu as eu raison. Voilà. Et d'ailleurs, Voilà. vous allez l'interpréter. Vous l'interprétez sur scène, celle-ci, elle est Oui, elle est Hein incontournable. elle est Elle- oui, c'est un incontournable. incontournable. Et ensuite, encore une autre tranche de vie, vous devenez éditeur de vinyle, de disques. Oui. Hein vous faites quoi vous Non, fabriquez des disques, c'est quoi, éditeur de- entre-temps, j'ai produit aussi d'autres chanteurs. D'accord. J'étais le premier à faire du disco en France avec un chanteur formidable qui était un de mes musiciens pendant la tournée de Claude François, qui s'appelait Tony Castorina. Et donc, je lui ai changé son nom, je l'ai appelé Tony Pacino. Et on a fait le premier disque disco français avec une reprise de Comé Prima.
en disco. Bon, Comme oui, prima. quand même. Il avait une voix extraordinaire. Et j'ai monté un truc formidable. Et le disque a énormément marché. Et je lui ai fait faire la première partie de Shirley MacLaine au Palais des Congrès. Waouh. Et bon, après lui, il n'a pas suivi parce qu'il fallait, il n'avait pas l'étoffe de suivre ce que je voulais faire. Et bon, pour des tas de raisons, il a eu, bon, Ben voilà. le poteau rose s'est découvert. Voilà, bon. C'était pas une vedette américaine qui venait en France. Bon, Bon, écoutez. et puis voilà. Bon, et alors du j'ai coup, fait vous du avez embrayé j'ai fait sur le du vinyle. disque. Ouais, j'ai Vous fait avez fait du ouais vinyle. parce que c'était aussi un autre concours de circonstances parce que Barclay vendait son studio de l'avenue Hoche et il avait mis aux enchères son studio de gravure. Et moi j'étais avec un copain et on était là comme ça pour acheter du matériel pour la maison parce que moi j'avais mon studio d'enregistrement. Donc je voulais voir s'il y avait du matériel qui m'intéressait. Et puis ils vendent ce studio de gravure et j'étais avec un copain et on dit on le prend, allez, et puis bon. Et c'est quoi? Alors, donc à l'époque, on gravait des Alors, on gravait des à disques, l'époque, des c'était des vinyles. vinyles. Ouais. Donc il faut un master, il faut D'accord. une matrice pour après graver tous les petits. D'accord. Et Pour les moins de 40 ans, les vinyles, c'était des grands disques noirs voilà. qui mesuraient, je Oh, sais pas, détrompe-toi, détrompe-toi. Attends, c'est ça revenu revient, à la mode. ça revient à la Voilà. mode, tout le monde C'est revenu connaît à la les mode. Mais vinyles. vous allez voir, ça va Par revenir. contre, les Bah, CD, ça pas revient sûr que déjà. tout le monde connaisse. Ça on va. rachète des platines disques. Exactement. Ouais, alors que les CD, pas du tout. Enfin, Ça va revenir. je suis sûr que mes enfants c'était connaissent pas le risque CD. de mourir, donc alors le que CD le va vinyle mourir. aurait Oui. peut-être une deuxième ou une troisième. Donc ça, c'est une magie dans encore- le vinyle. Encore une de vos tranches de vie. Et donc voilà, on monte un studio qui s'appelle Master One et on a gravé 85% de la production de tous les disques qui sortaient en France, les disques américains, C'est énorme. les C'est Stevie énorme, Wonder, parce qu'à les l'époque, on faisait Michael que Jackson ça, et tout c'est- ça, gravés chez moi Ah, pour c'est la énorme. France. Ouais, des trucs de fou. Mais à ce moment-là, ça veut dire que c'était pas le but de devenir une star. Non, il fallait survivre dans Il mon fallait métier parce qu'il survivre. fallait. C'est-à-dire que ça gêne pas dans la tête le fait d'avoir fait un grand succès Non. et puis plus ou moins. Non, dans l'ombre. non, mais j'ai fait d'autres chansons parce Oui, qu'après mais le pas sport au en niveau fait, de quand j'ai été N'avoue viré, jamais. quand j'ai été viré de mon émission, j'ai fait Charlie Brown, j'ai fait. Non, bien sûr, mais quand on arrive à produire des choses aussi extraordinaires et qu'on est investi de telle manière, c'est-à-dire qu'on oublie le côté être dans la lumière. Non, moi j'ai toujours eu cette impression. En fait, j'avais déjà découvert des paroles du Pirkei Avot sans connaître le Pirkei Avot à l'époque, et qui dit que lorsque on cherche le nom, lorsqu'on cherche le renom, on perd le nom. Exactement. Et moi, je voulais être authentique et je voulais être moi. Donc, C'était pas le but. Moi, par exemple, je suis très malheureuse quand je suis pas sur scène. Ça me manque énormément. J'ai l'impression de mourir un peu. ah non, moi, Je vis et vivre intensément quand je suis sur Oui, cette mais planche regarde, de bois. Guy, après, il a. Alors, peut-être pas à ton niveau, mais du coup, il a fait en sorte. Mais Non, il est mon- gagnant de tout le pas temps. descendre mon de la but- mon scène. Ce que je veux comprendre, Mon c'est but, c'était toujours de faire. Mais j'ai jamais voulu être un mendiant de mon métier. Et malheureusement, quand il y a un rapport de force dans ce métier qui fait que le chanteur est tributaire d'un producteur de télé et qu'il va se Se prostituer. il se prostitue quelque part et je Pour voulais, essayer voulais de- pas ça. Donc bon, j'ai pas pris l'autoroute. J'ai Mais pris ça des ne petits. fait pas des- mal. J'ai pris des Les non, petits, non, parce que je savais que le but pour moi c'était d'être sur scène. Mais si j'avais pas envie de faire des petites scènes minables, comme j'ai vu malheureusement des copains qui ont fait après n'importe quoi parce qu'ils voulaient Pas lâcher. Ils Parce que voulaient c'est pas difficile lâcher, de lâcher, et ils c'est faisaient des difficile. trucs minables en disant mais dans 6 mois je ferai l'Olympia, mais il n'a pas jamais fait l'Olympia. Mais je pense que aussi à l'époque, il y avait moins ce rêve de devenir une star C'est pas que vrai. maintenant avec les réseaux Mais sociaux, non, beaucoup mais de non, il y a jeunes tout. avec Non, ces non, Star non, Academy. non. S'il y avait n'a rien à déjà voir. ça, C'était une autre époque. Non. Il y avait d'autres instruments, mais on pouvait arriver. Moi, je sortais d'une famille. Chaque fois, je raconte cette histoire. Mais raconte-nous, Mais on vraiment, adore. mon père venait de Pologne, ma mère aussi. Enfin, des histoires complètement brinque-ballantes. Lui, il était religieux. Il sortait d'une famille de 19 enfants. Ma mère, elle sortait du théâtre Kaminski. Elle rêvait d'être une grande star et elle disait « Ma vie s'est arrêtée en 39. Elle n'est plus jamais remontée sur les planches. »
Et puis, moi, j'arrive, et c'était le seul but de ma vie. À 7 ans... Star de la chanson Non, à 7 ans, j'avais 3 rêves dans ma vie. Fumer les cigarettes, je trouvais ça très élégant il y a longtemps. Fumer les cigarettes, conduire une voiture et être sur scène. J'avais 7 ans, Pour je chanter, disais ça. pour chanter. Oui, je voulais rien d'autre. Je disais, le reste, c'est des bêtises. Et mes parents me disaient, mais t'es folle. Ma mère, elle voulait pas. Elle me dit, c'est pas un métier, il faut être dactylo. Non, mais, ouais, mais pour être comme Ouais, ça, moi j'ai toujours pensé qu'il y avait une red line que je ne pouvais pas franchir. Et combien d'articles de France Dimanche j'ai refusé parce qu'on me demandait de faire la nouvelle histoire d'amour de Guy Martel. Il quitte sa femme pour aller avec je ne veux pas citer des noms, et monter tout un truc qui devait durer comme un Éphémère, épisode, mais comme une feuilleton, série un de roman télévision. photo, Comme une série de télévision, et puis après il y a le drame de Guy Martel, il quitte, et puis après il revient. J'ai jamais voulu ça. Donc il Vous fallait, ne mettiez pas en scène. Il fallait que je prenne les sentiers, petits les petits chemins. Non, je trouve ça magique de pouvoir le faire. Hein. Moi, je trouve Oui, ça mais- T'as parlé de extraordinaire. petits chemins et d'autoroutes. Je pense toujours à cette phrase de Goldman qui disait il n'y a que les routes qui sont belles, peu importe où elles nous mènent. C'est vrai. Et il y a beaucoup de ça. Ouais. Et du coup, Guy, après, de toute façon, il a jamais quitté l'envie, puisque l'envie ne l'a jamais quitté, puisqu'après, ça le démangeait toujours de chanter à Mais- nouveau. Donc, du mais- coup, il s'est Mais créé non, mais son il y a quand propre même outil. longtemps sans la scène. Oui, mais c'est pas grave, parce que regarde, après, il s'est Vous créé son écrivez propre pour les outil. autres, vous faites les choses Ouais, pour les mais- autres. Il faut des gens comme ça. Par exemple, moi, un jour, j'arrive à New York parce que je quittais ici, j'étais la grande star, machin. Je me suis dit, ça y est, je l'ai fait ici, je vais le faire partout. Et j'arrive à New York et je me retrouve dans la rue, à chanter dans la rue. Mais j'ai pas été chercher un job. J'ai chanté Elle n'est pas dans devenue la rue. dactylo. Non, j'ai pas été faire dactylo, ni serveuse de café, ni rien. Je me suis dit, je vais aller chanter dans la rue, c'est tout. Non, mais parce que là, après les vinyles, Guy, il va monter un restaurant. Bah oui, parce que ça me démangeait. Ça J'avais me envie, démangeait. j'avais envie d'être sur Donc scène, mais je ne pouvais chorus- plus être sur le scène chorus au café. top niveau. Ah, Parce que d'accord. si, Ah, ben là, je connais pas alors, l'histoire. parce que si Tu vas voir. j'avais voulu me compromettre et fréquenter toutes les premières et les cocktails On peut, c'est pas difficile. mais j'aime pas ça. J'aime pas. Moi, j'aime bien. Vous parliez de Goldman. Goldman l'a merveilleusement réussi parce qu'il reste dans l'ombre. Il est chez lui. Je sais plus où il Il est à maintenant, il est à Londres. Il est à Personnalité Londres. préférée Et- des Français à la Français à maison. Londres. Et, À Londres, et ça il- fait et- 15 bon, ans qu'il n'a pas fait un concert. et il écrit pour les autres et il est heureux. Et puis je crois que le plus important c'est d'être bien dans sa Bien peau. sûr. Moi j'avais après un certain moment, après toute cette période là où j'avais fait quand même des choses au top niveau dans chaque que ce soit à la télé, Dans que ce soit chacun des dans la domaines. production ou dans la production d'autres chanteurs. C'est pour ça que Euh, je disais tout à l'heure que ce qui me paraît dans votre parcours, ce qui ressort en tout cas pour moi, c'est qu'effectivement c'était important pour vous, à chaque fois que vous faisiez quelque chose, de réussir, mais réussir sa vie plus que réussir Oui, parce que c'était voilà. des challenges et les gens ne m'attendaient pas là où je Exactement, à me chaque fois. retrouvais. Et là arrivent Et les donc- années Chorus Café, donc pour ceux qui Alors, ne sont qu'est-ce pas que c'est, parisiens. Chorus Alors, Café Alors le Chorus Café, ceux qui ne sont pas c'est- parisiens, parce que le Chorus Café c'était une institution à Paris. Moi personnellement, j'y suis allée plusieurs fois et c'était extraordinaire. Et racontez-nous le Chorus Café. Bah donc l'idée du Chorus Café, c'était que je voulais, étant donné que je pouvais plus faire les spectacles comme j'avais envie de les faire, j'ai dit le meilleur moyen, c'est de me créer un endroit où je vais chanter. Mais je ne veux pas faire un petit cabaret tranquille. Donc là aussi j'ai trouvé l'endroit qu'il fallait parce que quand j'ai vu cet endroit qui était un sous-sol, qui était les usines des pains jaquets à l'époque, Ah, oui. avant. Waouh. Ah, ça, je savais Et parce qu'elle était en sous-sol et il y avait un petit truc où on passait les sacs de farine et dans ce qui est devenu la cuisine du restaurant. Et j'ai vu cet endroit, il y avait de la terre battue par terre. J'ai dit c'est là. Je sais pas. J'ai senti que c'était cet endroit. Je fais venir mon architecte. Il me dit ça va être dur. J'ai dit tu vas me faire. Bon, et on a travaillé, on a fait cet endroit, et il a correspondu exactement à ce que je voulais.
Mais j'avais pas l'argent, donc il fallait que j'ai les concours des banques. Les banques ne voulaient pas prêter parce qu'un chanteur qui monte un restaurant, mais dans une cave rue Saint-Marc, il me dit mais c'est injouable. Donc j'étais obligé d'hypothéquer ma maison et j'avais des enfants en bas âge et tout ça. J'ai pris un risque que je reprendrai certainement pas aujourd'hui. Et j'y croyais. Le métier, quand j'ai dit que j'allais faire des chansons des années 60, les années 60 en 86, c'était ringard. Alors, attends, parce que du coup, Myriam, elle n'a pas compris encore le concept. Alors, attends, j'y viens. Non, mais j'imagine. Je vais essayer de parler un peu plus vite parce que Béatrice, elle veut qu'on parle de ses spectacles. Ah oui, bah on y vient. Tu tiens d'ailleurs, On arrive, entre parenthèses. Chorus Café, on y arrive. C'est où les gens venaient chanter. Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Alors, donc, je fais cet endroit où je pense que moi, foncièrement, avec mon expérience de 25 ans de métier à l'époque, que le public a besoin de ça, parce que le disco a enlevé le rêve aux gens. Et les gens avaient besoin, je sais que le public avait besoin de rêver. Aujourd'hui, il a encore plus besoin de rêver qu'il y a 25 ans. Et les années 60, c'était vraiment les années de rêve. Pourquoi ? Parce qu'on sortait de la guerre, il y avait des progrès techniques, la première chaîne, des chaînes de télévision, etc. Les jeunes, après mai 68... On sortait d'un monde interdit. C'était les 30 glorieuses. C'était donc les gens voulaient rêver. Les gens voulaient rêver. Et toute cette génération, Daniel Gérard, Christophe, Hervé Villard, Pascal Danel, Johnny, Françoise Hardy, France Gall... Tout ça, ça a fait des tubes qui ont fait rêver les gens. Ils se sont mariés sur ces chansons, ils ont eu leurs enfants sur ces chansons. Et c'était des tranches de vie, quoi. On l'a vu à la mort de Johnny. C'était toute la vie. C'était la vie. C'était la vie de Johnny. La vie de Johnny, c'était la vie des gens. Ah, c'était la vie des gens. Et pareil, France Gall, c'était pareil. Et ça a été une déchirure. Aujourd'hui, il y aurait un rappeur qui meurt, même après 10 ans de succès. Non, mais nous, on sera triste. Mais moi, je me souviens à l'époque. J'étais une fan de Richard Anthony et en première partie, il y avait Julio Iglesias qui chauffait la salle. 64, 65. Ouais. Ah ouais, mais tu vois. Donc voilà, donc le Chorus Café, on venait, on mangeait. Et on écoutait. Et au bout d'une certaine heure, à partir d'un certain moment, voilà. Et puis moi, j'ai eu la chance. Prenait le micro. J'ai eu la chance que quelques mois après l'ouverture du Chorus, les radios, il y a des gens qui ont aussi senti ce vent des années 60, et il y a eu les radios de Nostalgie et Radio Chérie FM qui ont été créées à ce moment-là. Et puis bon, là, c'était parti pour les années 60 et c'est devenu... Là, on est au milieu des années 80. Il y a un truc que tu ne racontes pas, c'est qu'au départ, ce que tu as raconté qui était intéressant, c'est qu'au départ, tu n'es pas toi-même, tu ne chantais pas toi-même. Et le restaurant a vraiment démarré le jour où tu t'es mis au micro à animer. C'était dans le mois qui a suivi l'ouverture. J'avais pris un orchestre comme ça pour faire du rock'n'roll, etc. Pour faire un endroit déjà de vie, de musique. Et mon pianiste, qui est Marco Benetas, qui m'a suivi pendant 20 ans au Chorus Café, me dit mais pourquoi tu chantes pas tes chansons ? Et j'étais un petit peu en retrait de tout ça, avec une folle envie qu'on me dise ça. et donc je me mets sur scène et l'ambiance du restaurant a complètement changé et on a dit c'est ça. Donc j'ai monté ce tour de chant avec les chansons, alors que moi je voulais simplement dans des pauses des orchestres de rock'n'roll, ça, faire des petites chansons à moi de temps en temps, voilà. Et je me suis retrouvé à virer tous ces groupes qui étaient là. Et puis j'ai fait tenir seul. Et puis Ça veut voilà, dire pendant 20 ans, tous les j'ai soirs, fait. il fallait que tu sois toi derrière le micro sur scène. Ouais. Sauf le Shabbat, 1h15 tous les soirs. Je crois que j'étais le chanteur qui a chanté le plus pendant 20 ans, parce que c'était tous les soirs. Non, mais c'était une ambiance exceptionnelle. C'est vraiment, quand je vous dis que c'était une institution à Paris, c'est une institution. Alors voilà, alors c'était un restaurant normal. Et on chantait. Un bon restaurant, parce que je voulais que ça soit bien, parce que je voulais toujours le top. Donc j'ai pris un chef qui était meilleur ouvrier de France. Et donc on faisait une cuisine superbe où les gens
Non, c'était pas cachère. On était en France, Ouais, on bien était à sûr, bien Paris. sûr. Et donc le prix moyen, c'était le prix que payaient les gens dans une brasserie de la Bourse ou de l'Opéra. Et ils avaient un repas gastronomique. Et puis après, tout ce qui était après, c'était le plus pour eux, parce qu'ils ne le payaient pas. C'était 1h15 du tour de chant de Guy Mardel, de Et les gens spectacle. chantaient, Et je me après, souviens, les gens il y avait chantaient, se levaient, c'était- discothèque, et ça se terminait à 2h du matin. Donc les gens avaient 3 soirées pour le prix d'une Ah, seule. C'était génial, franchement. Et bon, et puis les gens chantaient, dansaient, Ah oui. montaient sur les tables. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question indiscrète? Bah, tu peux toujours Oui. te permettre Est-ce maintenant. qu'elle après, il rapporte décidera s'il encore, répond. n'avoue jamais? Pardon? Elle rapporte encore de l'argent? Oui. Toujours. Oui. Quel bonheur. Quel bonheur. Moi, j'avais une question, puisqu'on est dans les questions indiscrètes, mais beaucoup plus légères. Dans les années de production de ces émissions de télé, que du playback ou il y avait quelques chanteurs qui chantaient vraiment? Ça chantait qu'en playback à l'époque dans les. Non, dans le sport, en fait, c'était du direct. C'est pas vrai. Ouais. Ah. C'était du direct. C'était du Non, mais direct. même quand c'était du direct, c'était les chanteurs, je m'en. Et On se rappelle C'était sur des playback Marie orchestres. et Gilbert Carpentier. Non. Non, mais c'était même pas, mais même en playback. chez Guy Lux, Ouais, on se rappelle exact. tous de Sheila, la pauvre, en train de chanter son disco là. Ouais. Et que le disque Non, sort. c'est pas. Non. Certains artistes quelques ne voulaient pas exceptions. prendre le risque de faire du direct. D'accord, mais Et j'ai l'impression que dont tout le monde Sheila, chante en playback à dont l'époque. Sheila. Dont Sheila. Mais c'est pas vrai. Il y avait le vrai, grand il y orchestre avait- de Guy Lux, il y avait des gens qui chantaient. Et la majorité des le artistes. palmarès des chansons, c'était un grand orchestre qui Et était c'était en dirigé direct. par Jean-Claude Ric, souvent, et qui était. Moi, j'ai fait les émissions de Guy Lux, c'était en direct. Parce que ça, c'est l'époque de quoi? Julien Clerc, Macias. Non, c'était L'époque du sport en fait. Ouais. J'ai fait la première télé de Yves Duteil, j'ai fait la première télé de Michel Sardou. Waouh. Et un peu avant. Serge Lama, non? Et pour en revenir à Chorus Café et à ce spectacle, donc on va voir, vous allez faire 3 dates, on va donner tous les détails. Mais du coup là, sélection de chansons, comment? Ce que vous chantiez au Chorus Café, pourquoi vous l'avez appelé comme ça? Comment vous avez monté le... vous avez le créé Chorus Café, c'est chorus, c'est un ensemble, ça doit être interactif, donc je voulais que les gens chantent avec moi. Voilà. En Des fait, chansons la sont seule parties. différence qu'il y aura avec le Chorus Café, c'est qu'il qu'il n'y sera aura pas de sur scène, restaurant. Il qu'il y aura faudra avoir mangé déjà en Tu nous, arrivant. tu nous offres pas à manger, faudra avoir mangé ou faut prévoir le resto après. Et toutes les chansons sont en français. Ouais, toutes les chansons sont en français et la SACEM a reconnu l'importance quand même d'un petit restaurant comme ça. Bon, c'était 200 personnes tous les soirs, mais ça reste quand même très confidentiel. Mais malgré tout, ça a énormément fait pour la renommée de la chanson française. Et ils m'ont donné une petite médaille pour me récompenser d'avoir Créé cet endroit. participé à promouvoir la chanson française. Et il y avait vraiment de quoi, parce qu'il y a eu beaucoup de talent et beaucoup de Et j'imagine qu'il y avait des artistes qui passaient également dans cet endroit ou non? Non. C'est ça la magie du chorus, c'est que pratiquement, d'abord, tout Paris, à un certain moment, le succès vous dépasse, parce que vous lancez quelque chose, que vous savez que ça va marcher, mais vous ne pouvez pas savoir après le succès de l'endroit génère sa propre dynamique. Et c'est devenu vraiment comme le Lido. On parlait du Chorus Café comme on parlait du Lido. Je veux dire, les gens qui venaient de Marseille ou de Bordeaux ou de Lyon faisaient une soirée au Chorus, venaient passer une soirée au Chorus. J'ai eu beaucoup d'Israéliens qui venaient en France, ils venaient au Chorus Café. Et les artistes, pareil, il y a eu beaucoup d'artistes qui sont venus au Chorus, et il n'y a pratiquement aucun est resté à table et reparti. Ils sont tous montés sur scène, que ce soit Gilbert Montagnier, que ce soit Johnny Hallyday. Johnny, un jour, est venu dîner avec toute une bande de copains à lui. Et à un certain moment, il a eu envie de venir. Il a fait 4 ou 5 chansons sur scène. Et le public avait les yeux comme ça en disant c'est pas possible. George Benson venait de terminer un spectacle au Rex, qui est pas loin du Chorus, et il est venu prendre un pot avec ses musiciens. Et moi, c'est mon idole, George Benson. Et quand je l'ai vu se diriger vers la scène, j'ai halluciné. Il a pris la guitare de mon guitariste, qui sera sur scène avec nous.
Ah ben, non, j'ai deux de mes musiciens du chorus qui sont là parce qu'ils ont fait la LIA. C'est Marco Benetas, qui est mon pianiste depuis 20 ans et qui a fait la LIA il y a 3-4 ans. C'est extraordinaire. Et Franck Benguigui, qui est un merveilleux guitariste. Il faut ajouter aussi qu'il y a Ronnie Coyne, qui chante aussi en Israël, était serveur. Il était serveur dans mon restaurant. Et c'est Guy qui a suscité cette envie de devenir chanteur, musicien. Et également, Daniel Lévy aussi a fait ses premières armes, je crois. Oui, Daniel Lévy, quand Marco ne pouvait pas mettre là, Daniel, qui était un copain de... Chorus Café, on termine, tranche de vie, nouvelle, fait Alia, spiritualité, retour aux sources, retour à vos racines, la Torah très présente dans votre vie maintenant. Et puis là, pour nous parler un petit peu, pas que de ça, mais aussi d'autres petites anecdotes vous concernant, on va être en Skype, en direct de Paris, avec un de nos chroniqueurs, qui se présente lui-même comme étant le plus connu des inconnus. Bonsoir Élie. Bonsoir Galit, bonsoir Myriam, bonsoir Jérôme, bonsoir Madame le producteur, Béatrice. bonsoir Michael Wolf. Oui, j'ai fait exprès parce que c'était pour vous montrer que je suivais bien votre émission depuis tout à l'heure Un bon point. de Paris. Bonsoir Michael Wolf et pour finir, bonsoir Guy Mardel. Bonsoir. Guy Mardel, je suis pas très affectueux avec toi car tu as gâché ma vie. Oui, tu as gâché ma vie. En 1965, j'avais 3 ans. J'étais devant l'Eurovision avec mon père qui regardait l'Eurovision. J'étais à côté de ma petite sœur. Il y avait un vase. Tu as commencé à chanter. Ma petite sœur a fait tomber le vase. Mon père s'est retourné. Et voilà ce que j'ai répondu quand il m'a demandé si c'était moi qui avais cassé le vase. N'avoue jamais, jamais, jamais. Oh non, jamais. N'avoue jamais. Et voilà. Et donc, j'ai pas avoué. Ça a commencé comme ça. Et là, c'est le drame. Parce que mon père, en fin de compte, j'avais pas écouté la suite de la chanson. Donc, j'ai conseillé cette chanson à tous mes amis qui étaient repris de justesse et qui ont bien suivi le conseil n'avoue jamais. Donc, je n'avais pas retenu la suite des paroles car j'étais petit. Alors, plus tard, vers 6 ans, ma mère, en écoutant ta chanson, m'a demandé si j'aimais les gâteaux tunisiens. Et là, évidemment, comme je n'avais pas retenu toute la chanson, je lui ai répondu « N'avoue jamais, 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 n'avoue jamais que tu aimes. » Et voilà. Et donc, j'ai pas dit à ma mère que j'aimais les gâteaux tunisiens parce que j'avais entendu n'avoue jamais que tu aimes. Et c'est pas fini. Le problème, c'est le pire qui est arrivé à l'âge de 13 ans. Et à l'âge de 13 ans, j'étais très amoureux d'une fille, la plus belle de l'école, comme toujours. Elle s'appelait Véronique Moussy. Et elle n'attendait de moi qu'une déclaration pour lui dire que je l'aime et pour se donner à moi, s'offrir à moi. Et encore une fois, j'ai rechanté ta chanson. N'avoue jamais, 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 oh non, jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, 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 oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Et ben voilà, en conclusion, j'ai enfin compris que c'était une chanson d'amour, mais je n'ai pas eu Véronique Moussy car je ne lui ai jamais dit que je l'aimais. Donc, cette chanson a pourri ma vie. J'ai compris que c'était une chanson d'amour et à tel point j'en ai eu marre de la chanter qu'aujourd'hui j'en ai marre d'elle. Non, Bravo, plus sérieux. bravo.
Plus sérieusement, mon cher Guy, je t'aime, je t'adore. Tu le sais, comment vas-tu? Te souviens-tu de moi? Comment ne pas se souvenir de quelqu'un qu'on a fait tellement souffrir? Alors, mon cher Guy, je dois t'avouer qu'en vrai, tu as été mon inspirateur. Tu as été mon guide sans le savoir, car je suis aujourd'hui un chanteur de ta fibre. Tu m'as tout laissé. Je t'ai copié longtemps, tu m'as inspiré avec le Chorus Café. J'ai fait moi-même 3 restaurants à Paris, dans le modèle du Chorus Café. J'ai fait le Jézabel rue Saint-Benoît où je faisais chanter les gens. J'ai fait ensuite le Nikita, place Faustin-Hélie, où je faisais aussi chanter les gens. Et j'ai fini en gloire à Saint-Tropez, à Paris et à Courchevel avec le fameux Pirate Studio qui faisait chanter les gens. Donc tu as été mon inspirateur pour ce côté-là. Je me souviens d'ailleurs très bien du Chorus Café et c'était les plus beaux souvenirs pour moi de ma vie. Mais dis-moi, tu sais que j'ai voulu t'amener un invité à côté de moi, mais aujourd'hui, à Paris, c'est Shavuatov. Et tu sais, il a... c'est pas Shavuatov, c'est Simchat. J'ai pas fait Teshuvah, moi. C'était Simchat Torah à Paris. C'est Yom Tov aujourd'hui à Paris, et il n'a pas pu venir, mais il t'embrasse. Alors, il s'appelle, dans ton métier, il s'appelle Francky Jordan. Est-ce que tu te souviens de lui? Francky, Claude Benzaken. Bravo. Ben voilà, tu te souviens de son nom. C'était Claude Benzaken qui a eu un gros succès en même temps que Guy Mardel avec une chanson qui s'appelait La panne d'essence et il s'appelait Francky Jordan. C'était avant N'avoue jamais, c'était en 62 avec Sylvie Vartan. Voilà, en 62 avec Sylvie Vartan. Et il a fait Sylvie Vartan qui n'était pas connu à l'époque, tu te souviens, hein? C'était sa première apparition sur un disque, c'était lui qui avait pris Sylvie Vartan. Mais je voudrais il était un peu normal que quand on s'appelle Mardoché Mordechai El-Koubi et Claude Benzaken, c'est compliqué de faire carrière. Parce que tu t'appelles Mardoché Mordechai El-Koubi. Absolument. Mardel, ça vient d'ailleurs de Mardoché. Et Mardel, et la compression de Mardoché, de Marde, et d'El Koubi, Guy Mardel. Et voilà. Je ne l'ai pas entendu pendant l'émission, alors je me suis permis. Ah bah bien sûr. Mais on t'en a laissé la primeur. Il faut avouer que c'était difficile en 1960 de faire du rock avec des noms pareils. Hein, aujourd'hui aussi, hein, d'ailleurs. Moins. Hein, aujourd'hui encore. Daniel Lévy s'en sort bien, hein, quand même. Daniel Lévy. Mais, hein à l'époque, la juadite, c'était pas important. On n'a jamais parlé avec Lucien Maurice et avec Paul Lederman. On s'est jamais dit tu es juif, je suis juif. Oui. C'était quelque chose qui n'était pas du tout dans l'air du temps. Mais tu sais pourquoi parce que tout le monde était juif à l'époque. Tout le métier était juif. C'est fini maintenant. C'est révolu. Bon, en tout cas, je me souviens que le Chorus Café, j'ai pris un truc chez toi que je t'ai pris encore parce que je t'ai pas volé, tu m'as inspiré. Tu as été mon modèle. Quand tu laissais dîner les gens jusqu'à 23h, il se montrait pas. Et j'adorais son entrée. Il arrivait à 23h comme une star. C'est ce que j'ai reproduit dans mes endroits. Je l'ai laissé un petit peu jusqu'à 23h comme ça. Il va venir, il va pas venir, il est malade, on ne sait pas et tout. Et tout d'un coup, tu rentrais avec le micro, tu te mettais au piano. Et là, on pouvait dire que la soirée pouvait commencer. Il commençait à chanter et la soirée commençait. Est-ce que tu te souviens de ça? Ton arrivée, elle était magique. Est-ce que tu as conscience de cela? Non. Moi, en public, moi qui étais là très souvent, je peux te dire que ton arrivée était attendue. On frétillait à l'idée de t'attendre arriver car tu étais notre star à nous. Voilà. C'est tout à fait vrai. Moi, ça, je le ressentais le samedi, les samedis d'été, où le Shabbat sortait à 11h03. Et je me rappelle très très bien parce qu'à 11h02, j'étais dans mon garage avec la clé dans la main. Et parce que c'est vrai que je passais à 11h précises. Et ça, je me souviens très bien. Techniquement, je ne pouvais pas arriver rue Saint-Marc avant 11h20, 11h25. Et c'était très, très dur à gérer pour mon équipe parce que pendant 20 minutes, il fallait faire patienter les gens qui commençaient vraiment il fallait meubler. Et là, je ressentais ce que tu dis là. Mais Oui, c'est vrai. Parce que c'est très difficile quand on n'a pas de charisme. Et lui, il avait vraiment du charisme. Et c'était lui qui tenait la maison. Moi, j'ai fait ça aussi toute ma vie.
Et j'ai vu que vraiment les gens attendent la star de la soirée. En tout cas, aujourd'hui, tu as des gens qui t'ont copié encore. Je ne sais pas si tu le sais. À Paris, il y a un restaurant qui marche très bien, qui s'appelle le Piaf, où tout le monde chante. Mais sache une chose, ils t'ont copié, mais ils t'ont jamais égalé, car il n'y a jamais eu personne derrière le piano avec ton talent et ton éloquence. Voilà, mon cher Guy. C'était un hommage. D'ailleurs, je te signale qu'à l'Eurovision, puisque je vous ai entendu, la deuxième place a été volée par le Royaume-Uni. C'était le Royaume-Uni. Je ne t'entends plus. Je ne savais pas que c'était le Royaume. Je croyais que c'était la Hongrie ou la Roumanie. Non, c'était une chanteuse qui s'appelait Cathy Kirby. Parce que je travaille, ma chère, moi, avant de faire une émission. Bravo, hein. bravo, je bosse. Contrairement à moi, bravo. Cathy Kirby, exactement. C'est maintenant. Cathy Kirby, et qui t'a volé la place, et c'était une Anglaise, le Royaume-Uni, voilà. Et tu n'avais pas encore 21 ans, tu étais à 3 mois de ta majorité, puisque c'était en mars 65, et tu es né le 30 juin 44, donc tu étais à 2 mois de ta majorité, tu n'avais ni 19 ni 20 ans, mais 20 ans et demi et 3 mois qui te manquaient. Avec le temps, les dates... Ah, mais je sais que toi, tu ne triches pas sur ton âge, tu ne fais pas comme moi, qui dit à tout le monde que j'ai 45 ans. Voilà, alors que j'en ai 56. Mais ne le dis voilà. pas. Mais c'est ça mon style, voilà. Alors les amis, mon cher, ma rubrique est finie. Merci. J'ai encore tellement de choses à vous dire, mais je crois que je suis... Tu es limité, on est limité par le temps. Mais si tu veux, tu peux nous dire encore quelque chose. N'avoue jamais, 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 jamais que tu as fait tes chouvas. Merci. N'avoue jamais. Merci Elie. Merci. Que tu aimes la Torah. Une rubrique tellement créative et tellement jamais, jamais, jamais. Au revoir, Tandem. Au revoir tout le monde. Merci Elie. Merci. T'embrasse de Paris. À bientôt, mes amis. Que tu l'aimes, Guy Mardel. Voilà. Alors, salut Thierry. Alors, je sais jamais, moi je l'appelle des fois Elie, des fois Thierry. Il est extraordinaire. Il nous fait toujours des rubriques ultra originales. Et il a toujours des choses exceptionnelles à dire sur tout le monde. Il a des histoires sur tout le monde. Alors, il a des dossiers sur tout le showbiz français. C'est génial. Il m'a rappelé que c'était Cathy Kirby qui était deuxième. C'est vrai. Voilà. Et parce que maintenant, je me rappelle très bien son nom. Et puis que finalement, étant donné que je suis né le 30 juin 44, j'avais presque 21 ans. Alors, voilà. Mais j'ai pas menti dans le sens où j'étais pas encore majeur. Non, c'est ce que vous aviez dit. Et en tout cas, bon, alors voilà, donc on arrive quand même au terme de cette émission, malheureusement. Moi, je serais bien restée avec vous encore un peu. Je vais rappeler quand même que donc le 18 novembre à Natania, le 24 novembre à Jérusalem, le 26 à Tel Aviv, et qu'on peut prendre ses places sur cultureaccess.com ou au 073 oui. 216 04 86. Bravo, merci. Et moi, je compte vraiment faire la fête avec le public. On sera au rendez-vous. Et il faut qu'ils prennent beaucoup de thé, beaucoup de miel, parce que je vais faire chanter tout le monde. On va chanter, c'est génial. Et je peux vous dire, voilà, j'ai vu Guy il n'y a pas longtemps, parce que j'avais organisé une soirée des années 70, justement, et il a fait une apparition de 3 ou 4 chansons qui ont littéralement soulevé le public. Je connaissais Guy depuis plusieurs années, mais là j'avoue que même les personnes qui ont fait leur alia il y a longtemps, qui ne connaissaient pas forcément bien Guy, ont été surpris. Non, comme je disais, c'est dans l'inconscient collectif. Guy Mardel, cette chanson. Vous me mettez la pression. Non, mais même, absolument pas, parce que je suis persuadée que ça va être 3 soirées extraordinaires. Un peu moins. Et vous voulez bien nous jouer un petit quelque chose avant qu'on se quitte, une petite chanson, nous interpréter, nous aussi avec nous, hein. Alors oui. On va se mettre au piano et puis on va. Chouette, on va chanter. Alors super. Merci beaucoup en tout cas. Merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir été avec nous. Merci Béatrice. Merci tout le monde. On va se quitter en musique, tout ce que j'aime. Moi, je chante. Je ne peux pas m'empêcher de chanter, donc vous m'excuserez à l'avance si c'est. On va venir à Natania. C'est le moins loin de Ranana. Non, mais je verrai. Je viendrai peut-être même à Natania et Tel Aviv. Allez. Alors, allez-y, on y va. Merci. Merci beaucoup. Moi, je vais faire un petit test parce que je veux voir si après autant d'années, la magie continue à fonctionner. Alors si je fais « Notre vieille terre est une étoile » ou toi aussi tu brilles un peu, je
viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Stop. Très bien. J'ai pensé nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. À vous. Et j'entends, c'est comme à l'époque dit. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Et ça alors? J'avais sur le sable son doux visage. Voilà, c'est ça le chorus. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Bah vous faites un sans faute pour l'instant, hein. Waouh, 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 waouh. Et si je fais ça par exemple? Venez, hein, venez parce que vous êtes très très bon. Hein. Et ça? J'avoue, j'en ai pavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vos amours, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise. Ils sont trop... au quart de tour, hein. Oh là là, la folie. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe. Ce n'est rien, tu sais bien. Elles s'en vont comme les bateaux. Et cela, ça
très bien. Attention, c'est à vous. La, 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 la. La, la, Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Et ce fut toi, n'importe quoi, pour t'apprivoiser aux Champs-Élysées. Pala, palala, pala, pala, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Et ça, la la la, la 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 la. Ils partent au quart de tour. La 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 la. Toute la vie sera pareille à ce matin. Oh, je voudrais que ça soit comme ça les 3 jours. Aucun doute, c'est évident. Attention, une petite dernière. Aussitôt que l'on chante, c'est déjà qu'il fait beau. Tous les mots qu'on invente, on les vole aux oiseaux. C'est déjà que l'on pense au début de sa vie que ce sera jamais, jamais, jamais fini. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. À vous. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Doucement. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Quel bonheur, merci Guy, merci.